Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'abord du sujet de la refonte du système de santé au Maroc. Les gouvernements passés avaient mis en place des stratégies qui n'ont pas réussi à remettre sur pied un système de santé défaillant, loin de satisfaire le citoyen. L'expérience Covid a pourtant démontré que tout est possible. Mais alors comment ? Comment miser sur ce succès et résoudre une fois pour toutes les problématiques de gouvernance nationale et régionale ? Quel financement optimal du système de santé ? Quid de l'approche du gouvernement actuel? Deux experts se sont penchés sur la problématique et ils partageront leurs conclusions avec nous donc ce soir. Et en seconde partie de l'émission, d'autres conclusions, cette fois-ci d'une étude sur les scénarios d'impact à l'horizon 2035 et politique d'accompagnement de l'intégration du Maroc à la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Pour rappel, au 30 septembre dernier, 38 pays avaient ratifié l'accord. Les pays dans l'attente de processus ou du processus de ratification sont entre autres le Maroc, le Mozambique ou encore la RDC. Si la ZLECAf est devenue opérationnelle en janvier, eh bien les négociations sur les règles d'origine sont toujours en cours pour la phase 1. Mais avant, si le système de santé venait à être revu, quel serait le traitement à préconiser? Donc, pour répondre à cette question centrale, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jafar Haikal, épidémiologiste et économiste de la santé, et le professeur Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, également vice-président de la Fédération nationale de la santé, la FNS. Bonsoir, messieurs, merci d'être des nôtres ce soir. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être avec Média TV. Toujours un plaisir de vous accueillir ainsi que d'accueillir le professeur Hamdi. Alors, professeur Haikal, on parle ou doit-on parler de réforme ou de refonte du système de santé au Maroc? Je crois que les discours de Sa Majesté ont été clairs depuis 2018, 2018, 2019, 2020 et 2021, où il a parlé de refonte du système de santé, où il a invité le gouvernement à l'époque et également le nouveau gouvernement de l'ouverture de cette année à refondre le système de santé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on a vu que l'accessibilité du citoyen aux services de santé, la performance de notre système donc de santé, les attentes des citoyens marocains, l'obligation d'avoir une généralisation de la couverture donc médicale, tout cela exigeait que nous revoyions en profondeur notre système de santé, eu égard également à la crise sanitaire que nous avons traversée, celle de la Covid-19, qui a secoué tous les pays du monde, aussi bien leur système sanitaire, leur système social et économique. Donc aujourd'hui, clairement, on ne doit pas, et je suis d'ailleurs des fois étonné d'entendre certains responsables parler de réforme. Nous n'avons pas besoin de réforme, on n'a pas besoin de diagnostic non plus, nous le connaissons depuis des années, et tous les grands organismes et institutions au Maroc ont déjà fait le diagnostic. On a besoin de refondre en profondeur notre système de santé. Oui, mais professeur Haikal, donc vous avez parlé de personnalité. Le ministre de la Santé, à l'époque, dans l'ancien gouvernement, Atmani, évoquait la réforme du système de santé. Reconduit à son poste avec le nouveau gouvernement, le ministre de la Santé parle aujourd'hui de refonte. Donc finalement, l'un dans l'autre, les choses ont évolué, peut-être même dans la stratégie de la tutelle. Professeur Hamdi, à présent, on parle donc de refonte du système de santé. À l'instant, Jafar Haikal parlait de ce chantier qui est déjà en marche, de la généralisation de la couverture sociale, ou couverture médicale et protection sociale, Par quoi doit-on commencer clairement, concrètement, pour que les choses marchent, pour cette généralisation de la protection sociale, alors que le chantier de la refonte du système de santé, on n'en voit pas vraiment les prémices là aujourd'hui? Alors effectivement, comme l'a dit mon ami professeur Haikal, les directives royales lors du discours de trône de 2018 étaient claires. Il ne s'agit pas non seulement d'une refonte, mais d'une refonte radicale de notre système de santé. Réformer un système de santé une fois pour toutes, c'est impossible parce que la santé, ça dépend de la science, ça dépend de l'évolution des maladies, ça dépend de l'évolution des technologies, ça dépend de l'évolution de la démographie, ça dépend de l'évolution des besoins. Donc, on aura toujours besoin d'un perpétuel
changement et des réformes. Mais maintenant, ce dont a besoin le système de santé au Maroc, c'est effectivement, ce n'est ni une réforme, ni un réformette, mais une refonte radicale de notre système de santé, parce que notre système de santé ne répond pas aux besoins de la population. Nous n'avons pas le système de santé que nous méritons, et ce système de santé dont nous disposons, il peut produire beaucoup mieux que ce qu'il produit actuellement. Donc, ce sont les grands axes de diagnostic. Maintenant, où est le problème et par quoi il faut commencer? Moi, je pense, la première des choses, c'est un système de santé. Il ne peut jamais être performant s'il n'est pas basé sur une vision stratégique, structurelle. On ne peut pas avoir une politique de santé, on ne peut pas avoir un système de santé performant si les objectifs, c'est la stratégie, entre guillemets, change avec chaque gouvernement. Absolument. Ou pire encore, change avec chaque ministre. On sait que ces dernières années, la durée de vie d'un ministre de santé, c'est 2 ans et demi, 3 ans, et ça change. Donc, si on a des changements de politique, à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui est en place, on va perdre les moyens. Mais je pense que cette question est résolue. Je me permets de vous interrompre, professeur Hamdi. Cette question est résolue avec le nouveau modèle de développement qui a déjà tracé donc les grandes lignes sur les politiques publiques de manière globale, la santé aussi, quelque part, d'ici à 2035. Mais est-ce que vous pensez que ce problème est déjà résolu dans le cadre de ce nouveau modèle de développement? Ça aide. La résolution de la Commission, ça va aider pour structurer, pour cadrer une vision, mais on a besoin d'abord d'une structure, on a besoin d'un Conseil supérieur de santé dans lequel il y a un débat sociétal pour discuter le Maroc, de quel système de santé le Maroc a besoin pour les 20, les 30 années à venir. Après, c'est comme ça se passe comme pour l'éducation. Il faut avoir une vision stratégique et chaque gouvernement qui vient, il va faire de son mieux. Bien sûr, il va apporter son plus, mais dans un cadre, on ne peut pas changer de vision de santé chaque 5 ans, chaque 6 ans. On doit avoir une vision lointaine, une vision stratégique qui est basée sur un débat sociétal et non pas un débat technique ou technocrate au niveau du ministère de la Santé. Deuxième chose, la primordiale, l'urgence, c'est qu'il faut recentrer notre système de santé. Nous avons 2 défis. On a une transition démographique, on a une population de plus en plus qui vieillit. On a maintenant une personne sur 10 au Maroc qui a plus de 60 ans. En 2050, ce sera multiplié par 3. On a une transition épidémiologique. Ce ne sont pas les maladies infectieuses qui tuent actuellement. Ce sont les maladies chroniques, les maladies avec des séquelles. Donc, on a besoin de recentrer notre système de santé sur la médecine de proximité, la médecine de première ligne, qui est très efficace et qui ne coûte pas cher. Si nous attendons les complications des maladies, si nous attendons de diagnostiquer très tard les maladies et les prendre en charge très tard, ça va demander beaucoup de professionnels de santé, beaucoup d'argent et avec peu de résultats. Donc ce sont 2 chantiers primordiaux et on peut discuter les autres chantiers qu'il faut aborder le plus vite possible. Justement, je reviens à ma question, professeur Hamdi, si vous le permettez. On a parlé de ce chantier de généralisation de la protection sociale, médicale, de la couverture médicale plutôt, et donc protection sociale, et en même temps de ce chantier de refonte du système de santé. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la réussite de la généralisation de la protection sociale ou médicale est tributaire de la réussite de la refonte du système de santé? Et si oui, est-ce que... Oui, donc les deux. Oui, les deux, parce que moi, je pense que la décision royale de généraliser carrément et directement la couverture médicale, la couverture sociale, donc, et l'étendre à tous les Marocains, ça a été une solution par le haut, je l'ai dit. C'est une locomotive qui va générer un travail sur tous les autres chantiers. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser maintenant actuellement au Maroc, on ne peut pas généraliser le système de santé, la couverture médicale au Maroc sans changer notre système de santé. Généraliser, ça veut dire qu'on a 22 millions de Marocains de plus qui auront accès à plus de soins. Donc, il faut qu'il y ait plus de structures, plus de ressources humaines, plus de moyens, plus de financement. Donc, automatiquement, ça va traîner, ça va mobiliser, ça va nécessiter une refonte du système de santé. Mais parallèlement, un système de santé, pour le mobiliser, pour le faire évoluer, il a besoin de financement. Et le financement,
avec 22 millions de Marocains de plus qui seront assurés, c'est un financement de plus pour notre système de santé. Et donc, et là, c'est l'occasion pour l'hôpital public marocain qui ne capte que 6% des dépenses de l'assurance maladie. C'est son opportunité pour se réhabiliter, pour devenir plus attractif, pour capter plus de moyens, plus de ressources. Donc, l'un tire l'autre. Et ça c'est l'importance et c'est l'essence même de ces réformes qui sont sous forme d'impact et non pas de réformettes dont la durée de vie ne dépasse pas les 2, 3, 4, 5 ans. Et bien sûr, ça se fatigue. Donc, l'un tire l'autre et l'un aide l'autre. Ce sont deux défis parallèles. Très bien. Professeur Haïkal, donc on parle de débat. Qui doit participer au débat? Si on devait parler de la méthodologie de cette refonte, on parle bien sûr de système de santé, donc on parle de science, donc on parle de méthodologie. Quelle serait selon vous, en tant qu'économiste, j'ai envie de dire de la santé, quelle serait la méthodologie idoine pour s'atteler à ce problème, à cette urgence, en sachant que déjà dans le projet de loi de finances, il y a une réforme du système de santé qui est basée sur 4 axes que nous allons peut-être discuter plus tard. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que le chantier a déjà commencé? Et s'il a déjà commencé, il a impliqué qui? Ces débats ont impliqué qui et devraient impliquer quelle partie prenante selon vous? D'abord, je salue mon ami Dr Hamdi et je partage beaucoup de son analyse. Je crois que le débat doit d'abord impliquer les professionnels de santé, mais il devra également impliquer les citoyens. Les différents rapports, aussi bien de la Commission économique, sociale et de l'environnement, du Conseil national des droits de l'homme, du nouveau modèle de développement, ont fait le diagnostic. On n'a plus besoin de diagnostic. Voilà. Et même pour le financement, je vais vous donner des chiffres. Vous savez que le dernier rapport de la Cour des comptes a montré que le taux d'exécution du budget du ministère de la Santé ne dépasse pas 67%. Ça veut dire que le ministère de la Santé ne dépense même pas l'argent qu'on met à sa disposition. 33% ne sont pas utilisés. Alors faites le compte, 33% sur 22 milliards donc de dirhams de budget, faites le compte vous-même de l'argent qui n'est pas utilisé. Donc on a réellement aussi un problème de gouvernance. Donc là, il ne faut pas avoir peur des mots, en toute intelligence, en toute sérénité et avec volonté d'aider et de contribuer. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème que nous avons, c'est que, et là je rejoins Dr Taïb Hamdi, on ne peut pas vouloir généraliser la couverture sanitaire universelle si déjà on ne change pas de paradigme, de façon de penser notre système de santé, d'avoir une nouvelle vision stratégique. Et d'abord, la première des choses, si vous me dites quelle est la priorité pour le ministre de la Santé, c'est d'abord de changer totalement l'organigramme et l'organisation du ministère de la Santé. Je rappelle d'ailleurs que ce ministère donc, de la Santé s'appelle ministère de la Santé et de la Protection sociale. Oui. Mais déjà, la première décision du gouvernement, c'est que la Caisse nationale de sécurité sociale et la CMAM, ex-CNOPS, ne dépendent pas du ministère de la Santé, mais dépendent du ministère des Finances. Donc déjà, on se pose la question, que signifie protection sociale dans le ministère de la Santé? Puisque les deux instruments essentiels de la couverture sanitaire universelle, qui sont la CNSS et la CMAM, aujourd'hui dépendent du ministère des Finances qui avant dépendait du ministère donc, de l'Emploi et également donc, des Finances. Donc déjà, il faut respecter bien sûr la décision du gouvernement, nous sommes donc des démocrates, mais déjà la partie de la protection sociale, c'est-à-dire l'argent, le financement, et je pense que Taïb Hamdi en a parlé, le financement de la santé est crucial, ce n'est pas tout, mais c'est un outil. Aujourd'hui, l'argent donc, des organismes de prévoyance sociale est né au niveau des finances. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut réformer non pas uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle régionale. Il faut que nous ayons un système de santé régionalisé qui réponde aux besoins de santé des citoyens au niveau de chaque région. Et ce ne peut pas être possible sans l'implication du secteur privé. Il faut qu'il y ait un réseau des soins de santé de base, c'est-à-dire les soins primaires, centres de santé et cabinets médicaux. Le niveau secondaire, hôpital et clinique, au niveau de chaque région, pour que nous ayons un système de santé qui ne soit pas dérégulé, qui ne soit pas à plusieurs vitesses, qu'un citoyen ait un paquet de services minimum de santé, qu'il soit riche ou pauvre, avec assurance ou sans, assuré par le secteur public et privé, avec un canevas
clairs qui permettent aux citoyens d'accéder aux services de santé. Le deuxième niveau, c'est la qualité. Et le troisième niveau, c'est la performance donc, du système donc, de santé. Oui, mais pourquoi le financement, puisque vous parlez de performance, professeur Heikel, pourquoi ces dernières années, ce n'est pas les budgets qui manquent pour le département de la santé, les budgets sont à la hausse et la performance stagne, voire même baisse. Pourquoi ? On parle Écoutez, vous avez parlé de gouvernance. Tout à l'heure, on a parlé de gouvernance. Oui. Et je le dis encore une fois. Mais ce n'est pas la première fois que ce sujet de gouvernance est mis sur la table, professeur Heikel. Mais notre problème au Maroc, ce n'est pas les lois, c'est leur mise en œuvre. Notre problème au Maroc, ce n'est pas le diagnostic, c'est la mise en œuvre des solutions. Le problème au Maroc, ce n'est pas la connaissance donc, des professionnels de santé au Maroc qui connaissent le terrain, mais on en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est la mise en œuvre des diagnostics et des politiques publiques que nous connaissons. Je veux dire, on n'a pas besoin de sortir d'une grande école de management pour comprendre qu'aujourd'hui, il faut donner plus de liberté aux régions sanitaires pour appliquer une politique donc, de santé régionale. Il ne faut pas non plus sortir d'une grande école donc, de management pour comprendre qu'aujourd'hui, la non-utilisation du parti du budget de la santé pose des problèmes. Le recouvrement au niveau des hôpitaux pose problème, la gestion des hôpitaux pose problème, la satisfaction des patients marocains par rapport à leur système de santé, aussi bien public que privé, les Marocains sont absolument. J'allais soulever ce point avec vous parce que il est clair qu'aujourd'hui le citoyen marocain ou le patient marocain est confronté à un système de santé, quelle que soit sa nature. Qu'il aille à l'hôpital public, il n'est pas satisfait, encore moins à une clinique avec bien sûr les pratiques que l'on connaît ou chez un médecin. Bien sûr, je ne généralise pas. Donc, et c'est bien de clarifier cela pour qu'on ne pense pas qu'on ne parle que du système de santé public. Mais clairement, il y a d'excellentes choses qui se font dans le public et d'excellentes choses dans le privé, et de moins bonnes dans le public et de moins bonnes dans le privé. Mais le problème, encore une fois, nous savons que nous avons un parcours de soins marocain que j'ai appelé erratique dans une publication que nous avons faite et qui montre qu'un citoyen peut aller dans un centre de santé, un hôpital, un CHU, une clinique, une pharmacie, et on n'a pas de parcours de soins coordonnés qui permettent, par exemple, aux médecins généralistes d'être la première entrée dans notre système de soins. Et je pense que le médecin généraliste doit jouer un rôle important dans notre système de santé avant qu'on aille chez le spécialiste ou à un niveau 2, un niveau 3. Il faut qu'on ait un système d'information généralisé, intégré avec public et privé pour suivre le parcours de santé, pour réduire les charges donc, du patient. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on remet tout sur augmenter le budget. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, on a augmenté de 3 milliards de dirhams. Je suis heureux et le premier à m'en féliciter, mais ce n'est pas là la solution de la refonte de notre système de santé. Le financement est un outil. Il faut revoir notre façon de penser notre système, de le réorganiser, de valoriser les ressources humaines. Les ressources humaines dans le public et dans le privé ne sont pas suffisamment valorisées et on ne leur donne pas les moyens d'une performance essentielle de notre système donc, de santé. Donc, c'est l'un des axes de la réforme. C'est l'un des axes de la réforme du système de santé dans le cadre du PLF. Mais madame, ça fait 15 ans qu'on en parle. On a eu monsieur Louardi, on a eu monsieur Doukali, on a eu monsieur Aïtaleb, et tous, et je les félicite, ils ont tous fait le diagnostic. Ils ont tous fait la vision 2012-2017, vision 2025, vision 2035. Mais tout ça, on le sait. Mais en pratique, est-ce que nous avons changé fondamentalement la vie des Marocains? Est-ce que nous avons été des acteurs de changement social pour performer? Bien sûr, des choses ont été réalisées au Maroc. Il faut nous en féliciter. Bien sûr, nous avons amélioré la santé donc, des Marocains depuis les années 60. Nous le savons. Mais l'enjeu n'est pas là aujourd'hui. L'enjeu, c'est l'accès, la qualité et la performance de notre système de santé avec ces deux axes majeurs, le public et le privé. Ça, nous le savons. Maintenant, ce qu'on demande au gouvernement, c'est mettre en œuvre. Et on est là pour les soutenir. On est là pour appuyer leur politique. Mais il faut passer à l'action, il faut transformer l'essai. Le diagnostic, ça suffit, on le connaît. Les plans d'action et la théorisation des plans d'action, on le connaît. Ça suffit. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et je dis, on est là pour soutenir le gouvernement, on est là pour les aider. Il faut impliquer aussi les citoyens, par exemple.
dans les conseils d'administration. Mais les citoyens sont impliqués, alors, d'accord. Ça pas dans la décision. Non, pas dans la décision, mais en tout cas même. Mais du diagnostic, dans le diagnostic du diagnostic, quand on voit qu'il y a une commission parlementaire qui pose un rapport au Parlement sur la gouvernance au sein même du ministère de la Santé, qu'est-ce qu'on fait de tous ces rapports, de ces commissions parlementaires qui représentent finalement le citoyen? Donc le citoyen, indirectement, à travers ses élus, participe à tout simplement voir ce qui se passe au sein même de la tutelle. Donc peut-être je vous fais réagir, professeur Hamdi, sur cette question-là et sur la question de la gouvernance, soit-elle nationale ou régionale. Bien sûr, le ministre, en avril dernier, dans l'ancienne législature, a parlé de création d'instances de gestion et de gouvernance, agences régionales de santé, groupements territoriaux de santé. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Mais moi, je m'arrêtais sur ces rapports qui sont faits, mais dont on entend parler au Parlement, et puis après, ça fait pchit, il n'y a pas de suite. Et on n'applique pas les recommandations de ces commissions parlementaires. Malheureusement, on ne peut pas résoudre des problèmes aussi épineux avec des rapports. Les rapports, ils posent des diagnostics, ils mettent le doigt sur les problèmes, mais il faut passer à l'action. Par exemple, le fait de dire qu'on a un problème de financement, ça ne veut pas dire qu'il sera résolu. D'ailleurs, on a vu le budget du ministère de la Santé, il y a plus d'argent, 2-3 milliards de dirhams de plus. C'est mieux, mais ce n'est pas bien. Financement au Maroc, c'est un gros problème. Par exemple, dans le rapport de l'OCDE, le Maroc est appelé à injecter 107 milliards de dirhams de plus d'ici 2030, dont 77 milliards de dirhams de plus qui vient du budget public. Et le reste, donc, c'est le privé. Est-ce qu'avec 2-3 milliards de plus, on va atteindre ces 107 milliards de dirhams? Deuxièmement, le problème de santé au Maroc, ce n'est pas seulement un problème de financement, mais il faut dire que les dépenses de santé au Maroc, c'est 6% de PIB, c'est peu. La moyenne, c'est 10%. Donc, l'argent dépensé pour la santé n'est pas suffisant pour assurer une bonne santé, quoi qu'on fasse. Bien sûr, on peut toujours faire mieux avec le peu, mais il faut un minimum. Troisièmement, on a le Marocain paye 63% de sa poche pour les dépenses de santé, dont 50% des dépenses directes et 13% des cotisations dans les caisses sociales. Donc, on a un gros problème au niveau de financement qu'il faut résoudre. Et les lois de finances, ils doivent, si on ajoute 2-3 milliards, on fait des rallonges de 2-3 milliards chaque année, ça ne va rien résoudre. Deux, pour les ressources humaines, il faut former beaucoup de médecins. On a un gros déficit en professionnels de santé. On les forme, mais malheureusement, ils ne s'installent pas dans le public, ils ne s'installent pas dans le privé. Il y a des concours pour recruter des médecins. On demande un chiffre, on n'atteint même pas le tiers. Pourquoi? Parce que ni le salaire, ni les conditions de travail n'attirent ces médecins. Après un bac plus 8, ils commencent avec un salaire de 8 000 dirhams. Mais le ministre avait annoncé une hausse des salaires des médecins. Ce n'est pas suffisant selon vous? Il n'a pas annoncé une hausse de salaire, il a annoncé une restructuration de la structure. De la rémunération, exactement. Et jusqu'à présent, les détails ne sont pas là. Le jour où il y aura les gens, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction du public, les gens vont s'installer le public. Dans le privé, est-ce qu'on peut continuer à travailler? Il y a des médecins aussi qui font, parce que ceux qui ne veulent pas travailler dans le public, normalement, ils doivent s'orienter, aller vers le privé. Ce n'est pas le cas. Ils vont vers l'étranger. Et les médecins du privé aussi ferment leur cabinet et partent vers l'étranger. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut continuer à travailler avec une tarification nationale, avec des consultations dans le privé de 90 dirhams pour généralistes et 100 dirhams spécialistes,
une convention tarification nationale de 2006 qui devrait être révisée chaque 3 ans alors qu'elle n'a pas été révisée en 2021. Donc ça pose, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On forme des médecins, on forme des professionnels de santé et on va continuer à former, mais pour qu'ils partent à l'étranger. Un médecin à l'étranger, la formation d'un médecin, ça coûte plus de 300 000 euros pour les pays étrangers. Nous, on leur envoie chaque année 700, 800 médecins gratuitement. Et c'est dommage, parce que notre pari, ce n'est pas non seulement arrêter cette hémorragie, mais c'est de faire une migration inverse. C'est permettre le retour des compétences marocaines à l'étranger. On a aussi, professeur Heikel en a parlé, on ne peut pas demander à un patient marocain, on lui donne un ticket avec 10 minutes et il doit retrouver sa pathologie, il doit entrer dans un labyrinthe de spécialités. Le patient marocain perd son argent. Il a des douleurs au niveau de son abdomen, il va voir le gastro, le cardio, le neurochirurgien, il voit tout le monde avant d'être bien pris en charge. Il a perdu de l'argent, il a perdu du temps, il a perdu des chances de guérison. De guérison, aussi, absolument. Il a fait perdre le temps à des professionnels de santé qui sont déjà en insuffisance. Donc, le parcours de soins. Troisièmement, on a un problème d'inégalité territoriale. On a la concentration de professionnels de médecins, 50% sur un axe de Jdida, Khanetra. On a 3 régions au Maroc, 75% des professionnels de santé, toutes confondues, qui sont concentrés dans 3 régions du Maroc. Ce qui fait qu'on a 4 Marocains sur 10, ils ont l'obligation de parcourir plus de 10 km pour être en contact avec le premier point de contact de santé. On ne peut pas améliorer la situation des indicateurs de santé s'il n'y a pas une égalité territoriale. Et là, je rejoins aussi ce qu'a dit le professeur Heikel, la régionalisation. On ne peut pas réfléchir à Rabat à la place de Tanger, de Marrakech, d'Agadir, d'Oujda. Il faut régionaliser. Et les solutions... Mais tout cela a été annoncé, je le disais un peu plus tôt, professeur Hamdi, tout ça a été annoncé par Khalid Taleb en avril dernier déjà, notamment la création de groupements territoriaux de santé, des agences régionales de santé. Bon, et pour clore sur une vision d'avenir, alors cet avenir, est-ce qu'il est proche? À quel horizon on peut vraiment parler d'une refonte du système de santé marocain? Professeur Hamdi, je pose la même question à professeur Heikel. Moi, je pense avec la décision royale de généraliser la couverture médicale, la protection sociale, c'est un chantier moteur. On ne peut pas réussir cette généralisation sans agir sur le système de santé. Donc, ce sont des chantiers qui vont s'imposer d'eux-mêmes. C'est soit on va réussir tous ces chantiers législatifs de formation de médecins, formation de la fiscalité, des salaires, des conditions de travail dans le public, l'attraction du service public, la réforme des caisses de maladie, l'unification des caisses de maladie, parce que malheureusement, beaucoup de choses on peut dire sur les caisses de maladie. Il y a des personnes qui sont assurées, qui dépensent plus de 50% de leur poche. Il y a des personnes qui sont assurées, malheureusement, parce qu'ils ont des petits salaires qui ne peuvent pas, qui renoncent aux soins. Et donc, en fin de compte, on trouve une grande population marocaine qui est assurée dans la CNSS ou le CNOPS, surtout dans la CNSS, mais qui paie des cotisations sans bénéficier de soins. Il faut unifier les caisses. Donc, tous ces chantiers doivent être traités autrement. La couverture la généralisation de la couverture médicale ne va pas marcher. Et donc, on a maintenant un thermomètre. C'est la généralisation. Et la généralisation ne veut pas dire, il ne doit jamais plus dire que généraliser l'assurance maladie, c'est qu'un Marocain, il a un papier dans sa poche, il a une carte d'adhésion dans sa poche. La généralisation de l'assurance maladie, ça veut dire que le Marocain a droit d'accéder à des soins, adéquats, de qualité et qui sont avec un coût qui est pris en charge en grande partie par l'assurance maladie et une partie par la cotisation, soit personnelle, soit de l'État, soit de l'employeur. Donc, tout ça, c'est pour quand, justement, selon vous? Est-ce que c'est réalisable dans un avenir proche? À quel terme? Moi, je pense que ce gouvernement, avec ce qu'il a proposé en matière de santé, de généralisation, de réforme, je pense qu'on a besoin d'une pause
pour repenser tout ça sur le plan stratégique. Et ça doit être maintenant, durant ce mandat gouvernemental. Pour la santé, c'est en 2022, ce n'est pas en 2025. Pour le reste, c'est 2025. Mais pour le système, pour la généralisation, c'est en 2022. Et il faut y aller. On a beaucoup de retard. Il faut accélérer. Il faut accélérer. Donc, à quel horizon, professeur Haikal, et surtout, à quelle approche, surtout quand on voit que certains dossiers, comme celui du pass sanitaire, eh bien, l'approche a finalement eu l'impact contraire de pourquoi elle a été posée. Donc, quelle approche et à quel horizon cette refonte ? Écoutez, vous savez, il y a le cœur et la raison. Mon cœur voudrait que ça soit fait le plus vite possible, conformément aux directives royales. C'est important pour le pays, pour les citoyens. Mais la raison montre que si on n'a pas réellement des équipes intergouvernementales, moi j'appellerais ça une task force, une sorte de commando qui va travailler avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé, le ministère des Finances, parce que le chantier, c'est un chantier royal, il est titanesque. Il y a, comme l'a dit Dr Taïeb Hamdi, il faut unifier les caisses, il faut valoriser les ressources humaines, il faut régionaliser la santé, il faut changer plusieurs textes de la santé, il faut réorganiser le ministère de la Santé. Et tout ça, est-ce que le ministère de la Santé peut le faire seul ? Ma réponse, je suis honnête, ma réponse est non. Il ne peut pas le faire seul, ce n'est pas possible. Il faut impliquer les professionnels de santé, d'autres départements ministériels. Il faut qu'on trouve un modèle de mise en œuvre. Moi, je ne parle pas de diagnostic, ni des idées, ni ce qu'a proposé Saïd Taleb, ni au Parlement. Ça, c'est très bien. Et c'est leur boulot, et c'est très bien. On est là pour les soutenir. On est des démocrates. Mais néanmoins, la mise en œuvre de tous ces chantiers nécessite énormément d'expertise, nécessite énormément de coordination et nécessite d'implication, par exemple, du Conseil de l'ordre des médecins, des syndicats donc des médecins, d'autres départements comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, etc. Et tout ça, il faut de la coordination. Donc il faut aussi une refonte. On ne parle pas de refonte de système de santé, mais refonte de système qui doit penser cette refonte du système de la santé. En fait, on doit avoir, comme j'allais dire, un commando ou une task force, moi j'appelle ça une task force, qui va mettre en œuvre ce chantier royal en coordination avec les départements ministériels. Pourquoi ? Parce que j'ai bien peur, malgré la bonne volonté de chaque département ministériel, que cela ne soit pas mis en œuvre dans les temps impartis. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut qu'on bénéficie malheureusement de l'expérience que nous avons connue. Et nous, les médecins, nous l'avons dit, les syndicats, Taïeb Hamdi est là, l'expérience Covid du collège, la NCP, on a tous dit ça à propos du RAMED. Pour le RAMED, la mise en place du RAMED depuis 2002, puis 2005, on a vu les résultats. Et les résultats, tout le monde a montré que malheureusement, alors que le pays en a besoin, les résultats étaient insuffisants et ne répondaient pas aux attentes aussi bien de l'objectif de la loi qu'aux attentes des citoyens. Eh bien, profitons de l'expérience que nous avons eue pour le RAMED, qui n'a pas atteint ses objectifs, malheureusement. Il a rendu service, certes, mais il n'a pas du tout atteint les objectifs escomptés. Donc, profitons de ça pour ne pas faire les mêmes choses. Absolument. Que ce chantier royal de couverture sanitaire soit réellement mis en œuvre. Mais tel qu'on est parti, et je rejoins ce que dit Taïeb Hamdi, je suis un peu inquiet. Parce que tel qu'on est parti, on a pris beaucoup de retard et je vois mal, alors que je veux dire, si je parle avec cœur, je voudrais que ça soit fait pour demain, mais je vois mal avec ce que je vois aujourd'hui, ce que j'observe, je vois mal que ça soit mis en œuvre totalement pour 2022. C'est mon vœu le plus cher, mais de façon pragmatique et rationnelle, j'ai beaucoup de questions encore pour la mise en œuvre. Merci beaucoup, professeur Jafar Haikal et Taïeb Hamdi. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, bonne soirée à vous aussi. Nous passons à présent tout de suite à la seconde partie de Questions d'actu.
La ZLECAf, on en parle depuis quelques temps, mais quid de l'impact sur le Maroc une fois que le Royaume l'aura ratifié? Le sujet a fait l'objet d'une étude réalisée conjointement par la Direction des études et des prévisions financières, la DEPF, et l'International Food Policy Research Institute avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Et nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités, Zakaria Firano, professeur en économie à l'Université Mohamed Zakaraba, et Zakaria Fahim, managing partner de BDO. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous dans Question d'actu. Merci. Zakaria Fahim. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. La ZLECAf, où en sommes-nous? Elle est maintenant sur orbite depuis le 1er janvier 2021, donc c'est la date entrée officielle. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est sur le papier un projet un peu plus ambitieux, le plus grand marché aujourd'hui potentiel, avec plus d'1,2 milliard de consommateurs. Un PIB combiné aujourd'hui de 3 000 milliards de dollars qui a engagé donc, les chefs d'État donc, et de gouvernement donc, sur cette opération pour effectivement ramener les échanges inter-africains à des moyennes proches de ce qu'on voit en Europe et en Asie. Aujourd'hui, on parle d'un échange qui serait aux alentours de 16% si on prend le cas du Maroc. On prend les échanges intra-européens ou intra-asiatiques, on est souvent au-delà de 60%. Donc il y a une superbe opportunité pour le Maroc et notamment pour le continent de faire un jump, parce qu'effectivement avec ce marché unique, on a une masse critique où on va pouvoir effectivement s'entraîner, se préparer pour pouvoir après attaquer d'autres marchés, mais surtout consolider en ce qui concerne le Maroc notre position de hub et aller encore plus loin sur notre dynamique je dirais, de hub avec les métiers mondiaux que nous avons énoncés. Donc voilà un peu le cadre aujourd'hui de ce qui est sur la table. Sur le papier, ça a retenu mon attention, Zakaria Fahim, parce que vous avez dit sur le papier. Qu'en est-il de la réalité? Sur la base d'études comme celle-ci dont je viens de parler il y a quelques instants. Comme j'ai sur le papier, c'est-à-dire que on est à la date zéro, 1er janvier 2021, c'est hier. Donc quand on dit sur le papier, c'est-à-dire que tout est fait pour pouvoir effectivement nous donner les instruments pour réussir ce challenge. On a décomposé un peu le projet en 3 phases, partie e-commerce, la partie investissement, la partie e-commerce, parce que là aussi on se rend compte que l'Afrique a compris, je pense qu'il faut passer pour l'accélérer, que le e-commerce était en soi une méga opportunité, qu'il fallait lui donner aussi aujourd'hui toute sa place. Donc effectivement, ceux qui ont travaillé sur la ZLECAf ont mis en place les ingrédients. On est en train d'accélérer. On a déployé la phase 1 pour un certain nombre de pays. Donc maintenant, on attend que les autres donc, rejoignent un peu ce peloton. Et puis, à Kigali, donc, il y a un an, donc, il y a eu un engagement des chefs d'État présents pour boucler la phase 2 et 3 avant le 31 décembre 2021. Donc on est à un super tournant pour pouvoir effectivement ne plus dire sur le papier que ça y est, les choses sérieuses vont démarrer. Et je pense que les choses sérieuses vont démarrer, puisque si le Maroc a fait une étude d'impact maintenant, c'est pour déjà voir à quelle sauce on va être mangé, même si vous le savez bien que chaque pays avait déjà fait ses homework, qu'il n'avait peut-être pas partagé avant de signer pour comprendre c'est quoi ce qu'on appelle les produits stratégiques qu'on pouvait ne pas intégrer dans le libre-échange. Voilà. Nous y viendrons un peu plus tard. Justement, professeur Firano, donc, quand on parle de choses sérieuses, ce sont les négociations, bien sûr. Quels sont, selon vous, les points qui risquent de poser quelques petits freins dans le cadre de ces négociations, notamment sur les règles d'origine qui sont toujours en cours pour la phase 1? Très bien. Donc, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais bien attirer l'attention qu'au 30 septembre, nous avons aujourd'hui 38 pays qui ont ratifié cet accord. Donc là, on est dans la vitesse de croisière pour pouvoir adopter cette ZLECAf pour l'ensemble des pays africains. Et je pense que le Maroc
trouve dans cet accord-là une opportunité grandiose pour pouvoir un peu continuer à pénétrer le marché, je dirais, africain. Et donc là, bon, moi je crois que les défis et un peu, je dirais, les contraintes que doit prendre en considération l'économie marocaine, c'est en fait, premièrement, c'est la question des phases. Donc on sait très bien que la phase 1, c'est une phase qui va s'attarder plus sur le commerce et sur les services, ça veut dire le commerce des biens et services. Nous avons la phase 2 qui va prendre en considération la question des politiques de concurrence et d'investissement, et la phase 3 qui va vraiment s'attarder sur le e-commerce. Et donc dans ce sens-là, nous avons a priori donc la première mise en place, ce qu'on appelle ZLECAf 50%, on va revenir sur ça. Elle va plus s'attarder sur le commerce des biens. Donc nous savons que l'avantage comparatif du Maroc, il est plus sur les services que sur les biens de consommation, les biens d'équipement, les biens de production. Et donc dans ce sens-là, donc là la première contrainte, c'est ça. Ça veut dire comment comment le Maroc pourra tirer avantage comparatif par rapport à cette première phase de lancement de la ZLECAf. Il y a aussi ce que vous avez indiqué, c'est que toujours les négociations dans la phase 1, ils sont dans ce qu'on appelle les règles d'origine des produits. Donc là, c'est une question qui revient toujours avec tous les accords de libre-échange. Nous avions le même problème avec l'Égypte, nous avions le même problème avec la Turquie, et donc là, et aussi avec l'Union européenne. Et donc je pense que cette question de règles d'origine des produits sera vraiment, je dirais, la trame causale de décision, ou je dirais la clé la clé de résolution de l'ensemble des questionnements qui vont, surtout que nous avons vraiment une dominance de d'autres marchés, ça veut dire les produits qui sont consommés et qui sont vraiment importés pour le continent africain viennent en majorité par exemple, de la Chine, etc. et plusieurs régions internationales. Donc les règles d'origine, je pense aussi c'est un souci que doit le Maroc prendre en considération, et aussi je pense que selon les dernières statistiques et aussi le rapport qui a été, l'étude des scénarios qui a été publiée par la DPEF, nous avons à peu près, je pense, il y avait un consentement sur 90% des règles d'origine. Donc il ne reste un peu que des questions de marge, des questions de distribution, de négociation qu'il faut résoudre, je pense, sur le court et le moyen terme. N'oublions pas aussi également qu'il y a aussi la question, troisième contrainte, je dirais, c'est un peu par rapport au secteur automobile. Donc là, on sait très très bien qu'il y a dans la phase 1, on a suspendu en quelque sorte la négociation sur quelques secteurs qui sont vraiment très comparatifs pour le Maroc. Ça veut dire on a vraiment des avantages sur ces questions-là. Et là, je pense essentiellement à ce qu'on appelle le textile, l'habillement et également le secteur automobile. Et donc là, je pense que le Maroc, en termes de négociation, ce sont des secteurs phares aujourd'hui. Le secteur de l'automobile, c'est le premier secteur exportateur au Maroc. Nous avons une valeur ajoutée très élevée dans la chaîne de valeur de ce secteur-là. Et donc là, je pense que les négociations futures devront prendre en considération cet avantage pour le cas du Maroc. Très bien. Zakaria Fahim, déjà, on sait que l'Afrique n'est pas le partenaire commercial le plus important du Maroc. Comment, selon vous, quel est le scénario à même de répondre et de remédier à cela, notamment par rapport à cette étude qui a été diligentée par la DEPF? Je pense qu'il faut bien comprendre que le fait qu'on ait des échanges intra-africains faibles, alors que le Maroc a clairement, à travers Sa Majesté, défini une stratégie forte sur l'Afrique, pour moi, c'est une superbe opportunité, puisqu'effectivement, on a un marché sur lequel nous avons aujourd'hui bâti des points d'ancrage sur les fondations, à travers les banques, à travers l'aérien, les assurances, à travers le port de Tanger-Med qui peut devenir un jeu structurant, ce qu'on est en train de faire à Dakhla. Donc on s'est préparé à cette ouverture en créant aujourd'hui de la valeur. On l'a vu dans l'automobile, on est aujourd'hui dans les 5 pays sur la partie respect des accords de la COP. Donc le Maroc n'a pas attendu la ZLECAf, mais a compris que c'était une opportunité et que le fait qu'on ait des échanges faibles, c'est juste une méga opportunité parce qu'on ne peut qu'augmenter. Donc effectivement, l'Afrique importe essentiellement des produits manufacturés, des produits transformés. Nous sommes en train de consolider une industrie et donc je pense, on a parlé de l'agroalimentaire, donc bien sûr l'industrie automobile, et on l'oublie, mais dans les 5 secteurs prioritaires, vous avez aujourd'hui les services financiers, le Maroc est un acteur majeur dans ce domaine, le tourisme, le Covid est en train de partir et je pense qu'on aura une méga opportunité de consolider notre position de leader. Donc je crois que
la marge de manœuvre, le fait qu'on soit à 16%, doit être lu comme étant un boulevard pour pouvoir effectivement aller de l'avant, consolider, parce que les acteurs, notamment subsahariens, reconnaissent aujourd'hui le Made in Morocco. Nous avons réussi à créer aujourd'hui une marque, le Made in Morocco, qui est très demandée. Maintenant, à nous de développer aujourd'hui notre intelligence économique et intégrer la dimension culturelle, parce que je pense que c'est ça qu'il va falloir pour les PME, parce qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui pour accompagner l'internationalisation des PME. Les grands groupes ne nous ont pas entendus, mais ce qui nous intéresse, c'est les PME. Et aujourd'hui, par exemple, CBD, on travaille sur un certificat d'intelligence économique au service des PME qui veulent aller sur l'Afrique. Donc il y a vraiment des outils structurants qu'il va falloir mettre comme étant des sas pour qu'on n'aille pas aujourd'hui sur un marché ZLECAf juste parce qu'on sait qu'il y a des opportunités. Il faut bien se préparer, et je crois qu'avec la charte d'investissement, avec tout ce qu'est en train de mettre aujourd'hui le gouvernement comme outil d'appui, avec nos entrepreneurs qui n'ont rien à envier aujourd'hui aux Européens, on est en train de prendre de très belles places. On l'a vu, on est aujourd'hui premier investisseur, on a été pendant quelques temps en Côte d'Ivoire, on est le premier investisseur africain sur le continent. Donc on a une légitimité, une reconnaissance, et je pense que la ZLECAf, normalement, doit nous donner un coup d'accélérateur pour pouvoir encore aller de l'avant. Oui, mais d'ailleurs, il y a certaines actions d'accompagnement des pouvoirs publics qui ont été également soulevées dans cette étude-là, et notamment l'adaptation de l'offre marocaine à la demande et aux spécificités des économies de l'Afrique. Alors, est-ce le cas aujourd'hui, Zakaria Fahim? Sinon, est-ce qu'on se dirige vers cela avec, bien sûr, cette légitimité dont vous parliez et la présence d'investisseurs marocains sur le continent? Je pense que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était beaucoup plus sur les services IT, l'offshoring, un peu beaucoup sur là où on était fort, donc sur le commerce transfrontalier. Donc le passage à la Mauritanie est un des plus grands passages, et le restera. C'est pour ça qu'on veut développer un port pour nous donner d'autres sources d'approvisionnement, d'autres lignes d'approvisionnement. Donc, au contraire, cette situation doit nous interpeller pour effectivement garder la logique qu'a développée Sa Majesté, d'aller dans une approche gagnant-gagnant. Je pense que, quand j'ai dit tout à l'heure, la dimension culturelle est fondamentale. On a beaucoup de PME qui ont beaucoup aujourd'hui aussi à apprendre de ce qui se passe de l'autre côté, de leur résilience. Et je pense que si on y va dans le cadre d'un respect, on a vu maintenant des ambassades comme en Côte d'Ivoire qui jouent le rôle vraiment de courroie de distribution entre les acteurs locaux et les Marocains. Donc on doit... Mais il doit y avoir aussi un système d'alliance entre les entreprises marocaines et leurs consoeurs, des joint ventures. D'ailleurs, ça a été aussi préconisé dans les actions d'accompagnement. Donc vous pensez qu'aussi il y a ce rôle de la diplomatie dans le rapprochement économique? Pour moi, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a vu depuis quelques années, on a mis dans les pays stratégiques des profils entrepreneurs, des gens qui connaissent le secteur privé, qui ont cette culture. On met aujourd'hui des attachés commerciaux. Et je pense que ça va faciliter le contact, parce qu'il est très important qu'on casse aujourd'hui cette asymétrie d'information. Vous savez qu'aujourd'hui, les Européens et les Américains ont une meilleure information sur nos pays que nos entrepreneurs. C'est pas tenable. Donc, il est important, et je pense que les précédents gouvernements, notamment avec MHE, et plus ce que fait aujourd'hui le nouveau ministre, ils s'inscrivent dans cette logique de donner de la data, de donner aujourd'hui cette lecture et les outils pour qu'on puisse effectivement aborder cette ouverture avec, comme je disais, une capacité industrielle importante, mais aussi avec les soft skills, parce qu'effectivement, ce qui peut tuer aujourd'hui ce type de marché, c'est ces peurs aujourd'hui quand vous devenez un peu trop visible, on a un peu peur de vous. Ben, il faut qu'on arrive à rappeler qu'on est là dans une approche, comme je disais, gagnant-gagnant, les JV dont vous allez parler. Je pense que cette approche-là, le Maroc a déjà commencé à construire, il faut maintenant faire valoir et comment dirais-je, donner un peu plus de visibilité. Et ce type d'édition s'inscrit un peu dans cette démarche. Parfait. Zakaria Firanou, il n'y a pas que des avantages à l'intégration à cette ZLECAf. Comment identifier la liste des produits sensibles selon vous? Très bien. Moi je pense que avant de parler, il faut savoir que les négociations sur la ZLECAf, ils vont normalement se terminer en 31 décembre 2021. Donc on va attendre
la fin de cette année-là pour pouvoir aboutir, je dirais, aux négociations entre les ministères des commerces des différents pays pour avoir vraiment une nomenclature définitive par rapport à ces négociations. Maintenant, je pense pour les produits sensibles, et donc là, c'est un peu le scénario qui a été mis en place par la DPEF, et donc là, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc, nous avons par rapport aux produits sensibles, je pense que pour le Maroc, la question je dirais, de la suspension du secteur automobile, des produits laitiers, des produits en relation avec le textile, aussi par rapport à la suspension des négociations sur le huile alimentaire, etc., et le sucre. Donc ça, je crois à mon sens, ce sont des secteurs à des produits sensibles qu'il faudra vraiment intégrer dans une négociation sur le moyen terme, parce que nous avons une date butoir, c'est 2025, et je pense que d'ici 2025, il faudra que toute la libéralisation en matière des produits non sensibles soit achevée à cette date-là. Et donc là, nous avons vraiment tout le temps, nous avons à peu près 4 ans pour pouvoir mettre en place les dispositifs, que ce soit juridique, institutionnel, réglementaire et aussi logistique, pour pouvoir intégrer ces produits sensibles dans la négociation ou dans la zone de libre-échange africaine. Il faut aussi s'aligner sur une idée très importante, c'est que nous avons les produits sensibles, ils vont rentrer en vigueur, ça veut dire entre 2026 et 2030. Et donc là, je pense que d'ici là, donc si on attend le 31 décembre de cette année, avec les 4 ans qui vont venir, donc nous aurons pour le Maroc et pour les autres pays qui ont ratifié cet accord-là, il y aura plus de visibilité sur ces produits-là qui ne représentent généralement que 7% des lignes tarifaires. Et donc là, c'est pas très très important. Ça veut dire si je prends les 93% qui restent, ça représente un peu le large éventail de produits qui seront négociés en la matière. Maintenant, je ne sais pas, je pense que cette façon de voir en termes de distinction entre produits sensibles et produits non sensibles, je pense qui a été mis en place dans le scénario 1, c'est elle qui va procurer, selon les résultats qui ont été communiqués à travers l'exercice de simulation qui a été fait par la DPEF, c'est elle qui va procurer au Maroc, je dirais, l'avantage concurrentiel le plus important. Alors on parle d'avantage concurrentiel et voilà. Aujourd'hui, c'est d'actualité, Zakaria Firano, on parle de protectionnisme, c'est l'ère du protectionnisme par excellence de partout dans le monde, mais en même temps d'ouverture. Donc comment, finalement, l'équation la plus difficile à résoudre, c'est d'avoir cet équilibre entre protéger le produit marocain, mais en même temps s'ouvrir sur d'autres économies. Très bien, je pense que ça a été... Voilà. Je commence avec Zakaria Firano et je fais réagir Zakaria Fahim juste après. Très bien. Les deux Zakaria. Très bien. J'ai dit normalement, c'est la volonté en fait de Sa Majesté lorsqu'il a parlé un peu de notre stratégie sur le plan africain. Et donc là, je pense que vous l'avez dit, je pense implicitement dans votre discours, c'est que le Maroc a des partenaires commerciaux qui sont vraiment très centralisés et concentrés. Donc nous avons une concentration totale par rapport à l'Europe, et je pense que cette concentration, elle commence un peu à prendre une autre vision en termes de diversification des marchés. Donc le Maroc aujourd'hui, il est en train de s'ouvrir sur les États-Unis, il est en train de s'ouvrir sur de nouveaux pays européens, par exemple la Pologne, etc. Vous avez une ouverture aussi sur l'Asie, et également on a une ouverture sur l'Afrique. Et donc dans ce sens-là, on essaie un peu de diversifier notre positionnement. N'oublions pas une chose, c'est que le secteur rapidement, s'il vous plaît, professeur Firano. Voilà, le secteur financier le plus présent en Afrique. Et donc là, il permet d'avoir cet élan financier pour l'ensemble de l'infrastructure économique marocaine et aussi africaine. Merci beaucoup, professeur Firano. Un dernier mot là-dessus, Zakaria Fahim. Je pense que le plus important, je pense que le Maroc a bien négocié. On a effectivement 30% des lignes qui sont exclues de la libéralisation, qui ne peuvent pas dépasser 10%. Donc le Maroc a tout ce qu'il faut pour y être dedans. Maintenant, je pense que c'est important, c'est informer nos PME de cette opportunité et les amener effectivement à se préparer à ce choc qui, pour l'instant, comme vous dites, est positif. Donc, je suis convaincu qu'on a les armes, on a l'intelligence. Maintenant, il faut le faire ça. Et il faut rester confiant. Merci beaucoup, Zakaria Fahim et Zakaria Firano. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.